souhaiter un bon appétit, de vous remercier d'être venu. Je tiens particulièrement à remercier Martial Bild d'avoir répondu à notre invitation. Je vous laisse manger tranquillement, boire tranquillement. Ensuite, Martial interviendra, Marquis, Roland et moi-même interviendrons. Maintenant, je vous souhaite un bon appétit et merci encore. Excellent, remarquable. Marquis, c'est à toi. Donc je voulais simplement vous dire que nous sommes très très heureux d'accueillir Martial Bild, vous vous en doutez. Et je voulais dire un mot sur Monsieur Bild. Je le trouve formidable parce qu'il a toujours, comme Roland Elie d'ailleurs, le sourire. Et c'est assez rare dans les temps où nous vivons parce qu'on vit un moment difficile et de garder le sourire, c'est pas toujours facile. Et pour avoir pratiqué Martial Bild, je me rends compte... C'est de bon goût, vraiment. Et pour avoir... Non, j'ai rien cherché, madame, mais vous avez trouvé. Et pour avoir été reçu alors, à la télévision par monsieur Bild, je peux vous dire que c'est un plaisir quand il interviewe les gens, quand il les interroge, parce que c'est pas un inquisiteur. Mais toujours avec le sourire, il ne recule jamais sur ses propres idées, mais il sait écouter les autres. Et pour résumer la situation, je connais... pas très très bien monsieur Martial Bild, mais je le connais quand même. Et depuis que je le connais, quand je le vois avec son sourire, sa façon de faire, la façon dont il travaille, son courage aussi, tout ça toujours enveloppé d'une grande gentillesse et d'une grande empathie, il est pour moi, et je lui dis en lui tournant le dos, le parfait honnête homme du XVIIIe siècle, c'est-à-dire un gentilhomme. Alors bon, vous m'entendez là-bas au fond? Est-ce que vous m'entendez? Je pense que j'ai une voix qui porte quand même assez bien. Alors, mon intervention pourrait commencer par cette déclaration qui est celle, vous allez peut-être rouspéter, de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Ouh! Mais, et qui dit « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Or, les mensonges organisés et établis par les ambassadeurs des autorités politiques et intellectuelles admises se trouvent confortés chaque jour par le politiquement correct et la pensée unique déversée par le système politico-médiatique. Les chaînes d'information publiques, nous le savons, tiennent leur légitimité que par le contrôle du CSA et donc des autorités politiques. Info, intox, 2 poids, 2 mesures. L'impartialité déontologique du dit professionnalisme journalistique est sérieusement discréditée lorsqu'apparaissent sur d'autres chaînes d'information et d'autres vérités apparaissent loin de l'intox. Je pense bien sûr à Russia Today, à Sputnik, mais aussi et surtout à TV Liberté. Soyons naïfs, peut-être que cette objectivité est théorisée et justifiée par les nécessités politiques du système, lesquelles semblent oublier les conséquences auxquelles elles conduisent sur l'impact de nos compatriotes alertés et éveillés par nos réseaux nationaux et identitaires, librairies, lieux associatifs, radio et télévision. TV Liberté, Radio Liberté, Nouvelle Librairie, etc. Tout cela participe justement à notre reconquête culturelle. Face aux ostracismes hystérisés et autres fantasmes des débats stériles sur les plateaux autorisés du CSA, TV Liberté a su répondre à un défi depuis 5 ans, reprendre nos espaces vitaux. La métapolitique de nos moyens militants doit être le logiciel de nos défis. Faire front au nom des libertés d'expression et d'opinion face à la désinformation et au formatage de nos consciences. TV Liberté est un enjeu symbolique, contre-pouvoir
au-dessus du pouvoir établi et organisé. Au vu des agressions et des menaces répétées à notre encontre, il est bien malheureux de constater que l'article 14 des droits de l'homme, précédemment nommé, soit obligé d'être sérieusement sécurisé. Je pense à l'interdiction et à la censure d'un certain diffuseur, pour ne pas le nommer YT, à l'encontre de TV Liberté. Malgré tout, nous devons rendre à nos combats culturels une visibilité déculpabilisée et émancipée du regard inquisiteur des médias officiels et de leurs chiens de garde intellectuels. Martial Bild, je le dis en toute sincérité, et je pense aussi à toute l'équipe de TV Liberté, tu as honoré depuis 5 années, et sans relâche, malgré les tentatives de censure récentes, cette résistance culturelle au nom de nos libertés de pensée et de parole face à la désinformation et au formatage de notre acuité. Si pour les journalistes des plateaux du service public, le maître des médias, c'est l'opinion, pour reprendre l'expression de M. Pujadas, pour TV Liberté, notre seul maître, c'est nos libertés. TV Liberté n'est pas une annexe du pouvoir, et ces journalistes ne sont surtout pas des ambassadeurs du gouvernement. Dominique Vénère disait « Il faut réveiller la conscience de nous autres Européens ». Alors oui, Martial, la vérité n'est pas négociable. Nous t'en remercions et je te souhaite une bonne soirée. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mes chers amis, donc tout d'abord, pardon. Tout d'abord, je vous remercie tous d'être venus. Je remercie Jean-Paul Chériès de Olmeta, qui est président des Amis de Synthèse Nationale, pour son introduction tout à l'heure, et vous pouvez l'applaudir. Je remercie Hugues Bouchu, qui est le délégué régional Île-de-France, de l'Union des France des Amis franciliens de Synthèse Nationale. Et bien sûr, je remercie Martial Bild de nous faire l'honneur d'être parmi nous ce soir. Et tout à l'heure, dès que le dessert sera terminé, il va intervenir pour vous expliquer pourquoi, à nos yeux, il y a une chose élémentaire, c'est que la liberté n'est pas négociable. Alors, vous le savez, Synthèse Nationale existe depuis 13 ans maintenant. Le 13 octobre prochain, 13-13, c'est parfait, vous en souviendrez, ce sera donc la 13e journée de Synthèse Nationale, qui se déroulera comme chaque année à Rungis. Et évidemment, vous êtes tous les bienvenus, et retenez dès maintenant dans votre calepin, dans votre agenda, cette date qui, nous l'espérons, sera une réunion encore plus importante que celle que nous avons menée jusqu'à présent. Synthèse Nationale s'est créée il y a 13 ans avec un objectif qui était celui d'introduire au sein de notre famille politique un nouvel état d'esprit. Si on se souvient bien, en 2006, à l'époque, nous en avions beaucoup parlé avec mon ami Robert Spiller, qui est présent ici et que vous pouvez applaudir aussi. Donc vous pouvez retrouver la chronique hebdomadaire dans l'hebdomadaire Rivarol. Et comment? Non, il ne peut plus. Et donc, quand nous avions eu l'idée de créer Synthèse Nationale à cette époque-là, c'était justement pour introduire un nouvel état d'esprit, comme je l'indiquais tout à l'heure, au sein de notre famille politique. Il s'agissait de faire en sorte que les différentes composantes de cette famille ne se regardent plus en chien de faïence, comme ça avait été le cas. Et en plus, en 2007, si on se souvient bien, on était dans une période où la droite nationale n'était pas au mieux de sa forme. La situation n'était pas très facile. Et il fallait absolument que cette famille change un petit peu les habitudes qui étaient celles de concurrence, de médisance parfois, même entre les uns et les autres. Ce que l'on voulait, c'est que chacun se mette maintenant, dorénavant, non pas à faire une union, parce que l'union, tout le monde en parle, mais elle ne se reste jamais, et c'est pas du tout notre objectif, mais tout le monde, au moins, tire dans le même sens. Et c'est dans cet esprit que nous avons lancé d'abord le site internet, puis la revue, puis les journées de Synthèse Nationale, et après, ça a été les bouquins de Synthèse Nationale, les cahiers d'histoire du nationalisme, et tout un tas d'autres choses qui ont été faits, les banquets de Synthèse Nationale, tout un tas d'autres choses qui ont été entreprises après. Et je dois dire que aujourd'hui, 13 ans après,
je pense que quelque part, nous avons contribué, c'est peut-être un peu vaniteux de ma part de dire ça, mais je pense que nous avons contribué à faire en sorte que ce que l'on appelle, enfin tout du moins ce qu'un de nos amis a théorisé sur cet effet, sur ce qu'on appelle le mouvement d'Estrogir, c'est-à-dire la poussée vers la droite, pour faire simple, du curseur, qui fait qu'aujourd'hui, nos idées sont de plus en plus reconnues par un nombre grandissant de Français. Je rappellerai tout simplement que lors des dernières élections présidentielles, malgré la candidate officielle de la droite nationale, 11 millions de Français ont quand même voté pour nos idées. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif. On a vu aussi récemment, j'ai eu l'occasion de me rendre compte personnellement, lorsqu'il y a quelques semaines, j'ai été contacté à la suite des déclarations du président de la République lors du dîner du CRIF. Vous savez, le dîner annuel du CRIF, où il est de bon ton de se retrouver, d'être vu. C'est un peu comme ici, c'est un peu comme le dîner de synthèse nationale. Il est de bon ton d'y être, donc ben, c'est pas les mêmes qui sont là. D'ailleurs, on n'a pas invité le président de la République. Et on n'a pas invité le président de la République. Donc, lors du dîner du CRIF, certainement pour faire un effet d'annonce, Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait procéder à la dissolution d'un certain nombre de groupuscules d'extrême droite. Enfin, groupuscule, c'est lui qui a employé le mot. Hein. Alors, bon, j'ai la faiblesse, et on est nombreux autour de cette table, de penser qu'on s'intéresse un petit peu à ce milieu-là. Or, il se trouve que parmi ces trois groupuscules, entre guillemets, il y en avait deux dont on n'avait jamais entendu parler. Alors, sinon, on n'en a pas entendu parler. Je suis pas sûr que le commun des mortels en ait entendu parler. Bon, quoi qu'il en soit, il y a resté un mouvement, le Bastion Social, qui est un mouvement qui existe depuis longtemps, enfin depuis quelques années, qui depuis 2 ans, 2 ou 3 ans, qui mène un combat intéressant, qui organise des opérations d'occupation de locaux abandonnés pour y installer des familles françaises, qui organise des distributions de soupes populaires, un petit peu comme le faisait Alsace d'abord en Alsace il y a une quinzaine d'années. Donc tout cela, ça suscitait un petit peu l'ire de M. Macron, et il a annoncé qu'il allait procéder à la dissolution de ce mouvement. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, il l'a annoncé. Pourquoi celui-là plus qu'un autre? Quoi qu'il en soit, j'ai été contacté par un certain nombre de nos amis responsables de différentes formations, associations, journaux, et qui m'ont dit écoute Roland, il n'y a que Synthèse Nationale qui peut prendre cette initiative. Il faut lancer un contre-appel par rapport à Macron, par rapport à sa décision, pour montrer que la famille, lorsqu'elle est attaquée quelque part, la famille, lorsqu'une composante de la famille est attaquée, eh bien, elle est capable de répondre d'un seul homme. Et je dois me féliciter du fait que plus d'une centaine de responsables, d'élus, de directeurs de journaux, d'écrivains, de collaborateurs de journaux, je n'ai pas tous les cités, mais disons, ça va de Jean-Marie Le Pen à Alain de Benoît, d'Alain Escada à Pierre Vial, de Pierre Cassin à Serge Ayoub, de Robert Spiller à Francis Bergeron, voilà, tous les journaux, enfin, toute la famille nationale, le Marquis, bien sûr, toute l'équipe de Synthèse Nationale, mais je n'ai pas cité les 100, hein, vous les trouverez sur le site internet, eh bien, tous ont répondu présent en quelques semaines, et ça a montré que lorsqu'on est attaqué, eh bien, il y avait une riposte. C'est pas pour ça que tous ces gens approuvent le Bastion Social. Ça aurait été le bloc identitaire, ça aurait été la même chose. D'ailleurs, je crois que le bloc identitaire se trouve sur la liste maintenant. Ça aurait été, je ne sais pas, Terre et Peuple ou Civitas, ça aurait été la même chose. Ça aurait été la même chose. Voilà, on a prouvé qu'on était capable de faire en sorte que la famille nationale, 13 ans après la création de Synthèse Nationale, est capable d'avoir une riposte unitaire, et c'est ce qui est important. Et c'est aussi ce qui doit nous inciter tous à ne pas nous décourager. Car la chose la plus pénible à laquelle se heurte notre famille politique, c'est le découragement. Alors, l'autre jour, je me suis livré à un exercice que je n'aime pas beaucoup, c'est celui de regarder la télévision, sauf TV Liberté, bien entendu, de regarder la télévision et de regarder ce fameux débat où il y avait là une douzaine de représentants des différentes listes. Et puis, finalement, en regardant, j'ai essayé d'être un petit peu objectif, et je me disais, finalement, les plus intéressants, les seuls qui avaient quelque chose à dire, parce que le ronron, on l'a entendu, hein, side du candidat de l'hystérique qu'on préfère savoir chez les autres, la candidate des Insoumis, jusqu'au polichinelle du Parti Socialiste, enfin M. Glucksmann, c'était assez aberrant, c'était assez terrible. Bon, au milieu de tout ça, il y avait la rustine du système, la candidate de La République En Marche. La République En Marche, ce parti de la finance, ce parti qui regroupe la droite anonyme et la gauche vagabonde, tous ces gens qui
qui sont juste bons aujourd'hui, qui pensent essayer de sauver le système en se référant qu'à une seule chose, à la peur d'un pseudo-fascisme, eh bien, on se finissait par voir que finalement, les 4 ou 3 ou 4, je ne sais plus combien étaient candidats, que l'on pourrait mettre dans notre camp, au sens large du terme, mais finalement, c'était eux, que ce soit Dupont-Aignan, Jordan Bardella ou même Asselineau. D'ailleurs, Asselineau était surprenant. D'ailleurs, il a sorti des. Moi, j'ai trouvé assez bon plutôt dans son genre. On aime, on n'aime pas, mais le problème n'est pas là. Et même à la limite, même Philippot servait les intérêts des autres, mais enfin, c'était pas encore le pire. Bon, mais quand on voyait les autres représentants de la classe politique, on se dit vraiment cette classe politique est finie. Cette classe politique n'a plus rien à dire. Enfin, on voit Benoît Hamon, lui, il est sorti d'où d'un meeting du PSU des années 70. Quand on voit le candidat du Parti communiste, je sais plus comment il s'appelle, Yann, je sais plus quoi. Il est sorti d'un roman de Marcel Aimé. Quand on voit... non, mais l'épurateur qui veut épurer à tour de bras, quoi. Ce type-là, on l'imagine mal, on préfère l'avoir à la télé que l'avoir chez soi, lui aussi. Bon, donc, voilà, c'était assez affligeant. Donc tout cela montre qu'aujourd'hui, ce combat peut continuer. Or, si ce combat continue, il y a eu des nouveautés. Il y a eu des nouveautés ces dernières années. Il n'y a pas eu que synthèse nationale. Il y a eu des nouveautés. C'est lorsqu'il y a 5 ans, 6 ans maintenant, c'était un petit peu avant, Philippe Millot, un jour, est venu me voir et m'a parlé de TV Liberté, de son projet de créer TV Liberté. Alors, je vais être tout à fait sincère, et je l'ai d'ailleurs dit dans le bouquin Le Défi, que vous pourrez vous procurer à la fin de ce dîner, je n'y croyais pas, je ne pensais pas que ça pourrait marcher. Je me disais, l'expérience est trop audacieuse, bon, connaissant un peu le milieu, je me disais, ça aura du mal à marcher, enfin, tout du moins par rapport à ce qu'il voulait faire. Et finalement, il y a quelques semaines, quelques mois, il y a 2 mois, nous avons fêté les 5 ans de TV Liberté. Et je dois dire que c'est une belle réussite. Et je suis ravi, mais vraiment très heureux, de m'être trompé il y a 5 ans. Ça fait toujours plaisir de se tromper, mais en particulier les jours-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très content que nous recevions Martial Bild pour ce 3e dîner, qui va nous parler tout à l'heure, mais après le dessert, je vous rassure, je vais pas être trop long, de TV Liberté et du travail qu'effectue TV Liberté. Il a eu la gentillesse à plusieurs reprises de m'inviter à différentes émissions. J'ai pu juger par moi-même de l'écho de l'impact de TV Liberté, puisque des gens, moi, le Paguet, des gens que je connaissais pas, sont venus me voir et m'ont dit, voilà, on vous a vu hier ou avant-hier à TV Liberté. Bon, ce qui veut dire que ce média est un média qui marche, un média qui touche du monde, un média qui apporte quelque chose de nouveau, et je pense que c'est notre devoir à tous d'essayer de le soutenir et d'essayer de faire en sorte que cette télé devienne la véritable alternative à la télé du système, à la télé de la finance, à la télé minable qu'on nous impose tous les soirs sur les postes. Je vous remercie et bon appétit pour le dessert. Chers amis, je crois que je connais chacun d'entre vous quasiment. Chacun d'entre vous, du chanteur à l'écrivain, du Belge à la résidente aux États-Unis, du militant nationaliste au donateur de TV Liberté, de Béatrice à Roland, et de Roland à Hugues Bouchu et au Marquis pour cette superbe soirée des amis franciliens de la synthèse nationale. Merci pour les mots qui ont été les vôtres. Comme je le disais, et comme nous le disions tout à l'heure, ça me permet déjà de savoir ce qu'on dira à mon enterrement. Ça permet d'avoir quand même à peu près l'axe. Et c'est toujours bon à savoir parce que ce soir-là ou ce jour-là, j'aurai quand même beaucoup plus de difficultés à écouter. Donc voilà, j'ai quand même un début d'information. En d'autres temps, dans d'autres vies, j'aurais commencé par saluer Robert Spiller en lui disant « Monsieur le député ». Ça, c'était dans une autre vie, mais ça ne m'empêche pas de dire Monsieur le député aussi et de saluer l'ami Robert par sa présence. Vous savez, je me suis dit, je vais venir avec un discours, et puis bon, comme on se connaît tous, j'ai abandonné le discours. Je me suis dit, je vais venir avec le livre, Le Défi, parce qu'il faut que vous l'achetiez à tout prix, parce que sinon, Philippe Millot, qui est mon patron et le président de la chaîne, va m'engueuler en me disant « Tu n'es pas capable de le vendre ». Il a été en plus écrit. Je le dédicace parfaitement bien puisque je ne l'ai pas écrit. Donc c'est remarquable. Voilà. Oui, on peut dire ça comme cela. En l'occurrence, ce noir-là est bien connu, ce qui s'appelle Philippe Randa. Donc je dédicace son bouquin en m'excusant chaque jour auprès de lui
de dédicacer le bouquin à sa place. C'est tout à fait impoli, mais il dit qu'il n'en a rien à faire et qu'au contraire, il est ravi. Et puis, il s'est trouvé, mais le marquis sera convaincu de ça aussi, que dans le temps, quand on offrait un livre à son filleul, on le dédicaçait, même si ce n'était pas, bien évidemment, le livre qu'on avait écrit. Donc voilà, sachez que ce soir, si je fais ça, c'est dans cet esprit-là, et c'est surtout parce qu'il faut le vendre, parce que ça fait vivre TV Liberté. Voilà, vous savez ça, au moins la vérité. Il y a 5 ans, dans la réalité, quand je disais que j'avais une autre vie, j'en ai eu quand même plusieurs, même si je suis jeune, et j'en ai eu une où je vous aurais reçu, parce que finalement, je faisais ce que la demoiselle et les demoiselles font, avec, je veux dire, beaucoup de sérieux et de compétence, je vous en félicite d'ailleurs, et avec un excellent repas aussi. Je faisais cela, parce que j'avais repris une brasserie, qui n'était pas à moi, qui était à mon beau-père, pour faire un travail où j'avais une certaine liberté, parce que j'avais travaillé 30 ans chez le même homme, dans la même formation, et donc mon CV était assez court, il y avait une ligne. 30 ans JMLP, quoi. Voilà, donc 3-0 ANS JMLP. Bon, donc si vous voulez, c'était un CV assez réduit, et je sentais bien qu'avec ce CV, si j'allais au Figaro, ou si j'allais à Libération, je ne serais pas reçu totalement comme je l'espérais. Donc il fallait que je retrouve cette liberté. Cette liberté, ben, c'est encore bien évidemment celle des commerces, celle des indépendants, qui doivent refaire à peu près la possibilité de vivre avec leur nom ou presque, avec leurs idées toujours. Et j'ai fait donc ce métier. Je sais combien c'est compliqué d'accueillir toujours une 50aine de personnes comme ça. Je sais ce que c'est. Bon, aujourd'hui, j'aurais pu continuer. Je vous raconte ma vie parce qu'en fait, elle a un intérêt, c'est que j'aurais pu continuer. Et puis, il y a un homme qui est venu, qui s'appelle Philippe Millot, que nous avons cité, que Roland a cité, et qui est venu me voir dans ma brasserie en me disant « Écoute Martial, tu as eu 30 ans, donc je ne vous rappelle pas mon CV, et tu t'occupais de communication, et tu t'occupais de l'Internet, et puis tu t'occupais de présenter, de ceci, donc tu es un communicant, on en recherche un. » Et on est en train de monter une télévision qui sera une télévision alternative. On disait à ce moment-là de réinformation, c'est moi qui ai introduit le terme alternatif, et je vous dirai rapidement pourquoi. On a ce projet incroyable, tellement incroyable que je suis resté absolument incrédule au même titre que Roland, et je me suis dit, mon bonhomme, tu es gentil, j'ai un métier, je gagne bien ma vie, parce que ce qu'on oublie de vous dire, c'est que le patron de la brasserie, il gagne bien sa vie, lui. Et donc, j'étais patron de ma brasserie, j'étais gérant tout au moins, je gagnais bien ma vie. Je m'étais éloigné de la politique, ce qui est... elle est pathogène, la politique. Donc, par définition, j'avais un avis sur tout, mais j'avais plus besoin de le dire, et j'avais plus besoin de convaincre, tout était parfait. Et je me suis dit, mon bonhomme, tu n'y prendras pas. Et puis, bien évidemment, on est ce qu'on est. Et je me suis dit, et si d'aventure, ça fonctionnait, et si d'aventure, alors qu'il y a eu dans notre espace, dans notre famille, je n'aime pas ce terme-là, j'en ai pas d'autre, dans notre famille de pensée, eh bien, il y a la possibilité qu'il y ait un média audiovisuel qui naisse, et si toi, crétinus de Martialus, tu n'es pas capable d'avoir pris le train en marche et d'être entré dans le wagon pour suivre le chemin, tu vas te le reprocher toute la vie, tu vas te bouffer les papas. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, on y va. En fait, j'y croyais pas trop. Mais je sentais bien que dans la presse nationale, presse écrite qui existait, il y a eu un événement supplémentaire. C'est la naissance du quotidien présent, parce que le quotidien présent avait dans son terme un mot qui n'existait plus ou qui n'existait pas depuis longtemps, puis le journal de la Nation française, je ne crois pas me tromper, c'était le terme quotidien. Et ça, bien évidemment, c'est un tout autre travail qui était réalisé. Et puis ensuite, le deuxième pas mené, ça a été Radio Courtoisie. Il y a maintenant plus de 30 ans. Par Jean Ferret, ce travail a été là aussi un travail important. La presse écrite, multiple qui existe et qui existe encore, et qu'il faut soutenir car c'est toujours très difficile, et elle est bien évidemment très fragile. Radio Courtoisie, qui ne s'est pas aidé tout le temps, mais qui est reparti sur les rails et qui fonctionne et qu'il faut soutenir parce que c'est aussi un objet précieux. Et puis la forme moderne de tout cela, parce qu'on sentait bien, si vous voulez, que le troisième palier, sans remettre en cause
bien évidemment, ni la radio, ni l'écrit, qui sont indispensables. Mais le troisième palier, aujourd'hui, c'est l'audiovisuel. C'est la télévision. Quand Roland dit « on me reconnaît dans la rue », mais ce n'est pas parce que c'est l'impact de l'image qui fait cela. Quand on me reconnaît dans la rue... Écoutez, l'autre jour, je suis allé à la nouvelle librairie, dédicacée Le Défi, vendu au prix de 10 euros. Je ne sais pas si vous avez dit que c'était 10 euros. Je vous ai dit que c'était 10 euros qu'on le vendait. Ben alors, maintenant, je l'ai dit. Et donc, je sors, j'arrive, tout de suite, il y a un motard qui était juste à côté, qui me regardait, et il arrive tout de suite, il me dit « je t'ai reconnu, connard !» J'ai sorti tout de suite. Véridique, véridique. Et bon, et je me suis dit, cet élan de sympathie, je trouve que c'est appréciable. Et je remercie Philippe Millot et TV Liberté de m'avoir permis, dans le 6e arrondissement, d'être reconnu aussi gentiment. Et c'est absolument exact. C'est absolument exact. Sortez de ma voiture et m'a pêché. C'est pas grave. Bon. Et donc, nous avons créé cette chaîne de télévision. Ce que je crois au plus profond, et je vais vraiment essayer d'être le court, j'ai la montre qui est devant moi, donc vous inquiétez pas. La première chose que j'ai pensé et qui était bien, c'est qu'effectivement, nous allions avoir une télévision. Et nous donner les moyens de cette télévision. Mais pas au rabais. Parce qu'aujourd'hui, la télévision, par les plateformes que nous connaissons, comme YouTube et d'autres, puisque nous sommes sur beaucoup de plateformes en même temps, sous une forme d'ailleurs de résistance, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle l'effet Netflix. C'est l'idée qu'on n'a plus besoin de la TNT, qu'on n'a plus besoin d'être sur une télévision directement, mais qu'on peut aller maintenant sur les smartphones, les téléphones intelligents, sur les tablettes, sur les ordinateurs et aussi sur les télévisions, puisqu'elles sont connectées. Et on peut donc maintenant regarder TV Liberté. Et demain, comme toutes les télévisions seront connectées, tout le monde pourra regarder à un clic de plus TV Liberté, comme il regarde TF1. Et comme notre modèle de diffusion et de professionnalisme se veut le plus important possible, l'image que vous recevez de TV Liberté est équivalente aujourd'hui à peu près à celle que vous avez pour CNews ou pour LCI, pour BFM, j'entends sur la forme, sur la qualité de l'image. Donc, c'était un pari audacieux, pas d'une télévision au rabais, mais d'une véritable télévision. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, peut-être le plus important, et sur lequel moi j'attire votre attention, même si je sais que je parle à des personnes qui sont convaincues de cela. Je pense, je ne suis pas un grand penseur, je suis moi un journaliste, je suis un homme de médias et un communicant. Mais ce dont je suis convaincu, et ce dont Philippe Millot était porteur lui aussi, c'est que nous sommes dans une société qui est totalement fracturée. Si on voulait faire simple et vraiment très simple, on peut se dire que les centres-villes sont aujourd'hui légués, pas partout, mais disons dans la capitale, aux catégories les plus aisées, aux élites hyper mondialisées. Les banlieues ont été données aux populations fraîchement arrivées, populations étrangères, procédant en cela au grand remplacement d'une partie de nos villes et de nos banlieues, évidemment. Et il ne reste plus au milieu de cela qu'une France qui est une France rurale qui se réduit et une France dite périphérique qui a été beaucoup théorisée sur ce terme-là, qui lui aussi nécessiterait d'être un petit peu plus long et un peu plus précis, sur lequel on n'a plus véritablement eu de prise, tellement plus de prise que cette population-là a été une population qu'on a considérée comme inexistante. Elle n'apparaissait pas dans les élites mondialisées de M. Macron, il ne la voyait pas, il ne la connaissait pas, il ne voyait même pas, il n'en voyait pas l'existence, et sûrement pas, électoralement parlant, ne lui apportant rien. Et puis celle des banlieues qu'on ne cesse, bien évidemment, de financer, de porter, de coucouner, de façon à ce que, bien évidemment, elles n'explosent pas, parce qu'on sait que ces banlieues, si elles explosent, on n'a pas la capacité de les maîtriser. Et au milieu de cela, il y avait des Français qui existent et qu'on avait complètement oubliés jusqu'au jour où ils se rebellent, où ils se révoltent dans l'esprit du 17 novembre. Pas ce qui se passe aujourd'hui, mais dans l'esprit du 17 novembre. Eh bien, cet esprit-là, il est relégué sur les ronds-points. C'est le dernier espace de cette société fracturée dans lequel les Français sont autorisés. C'est la dernière réserve naturelle. On n'a pas le droit aux Champs-Élysées, on n'a pas le droit aux avenues de Bobigny. Il ne reste plus que les ronds-points de Châteaudun, de Bourges
etc. C'est cela qui est la réalité. Dans cette société fracturée, il y a deux possibilités. Il y a une possibilité politique. Et moi, je n'ai pas, et Roland le sait, j'ai cet esprit de synthèse. C'est pour ça que je m'entends avec Roland. Je suis toujours entendu avec Roland, pas seulement parce que nous sourions, même dans les moments graves ou dans les moments difficiles, mais parce que on a toujours cherché, vraiment, je ne peux pas me tromper, toujours le chemin, pour essayer de faire en sorte que ça puisse continuer à avancer. Moi, je ne fais plus de politique. Je laisse aux partis politiques la possibilité de faire ce qu'ils veulent, comme ils le veulent. Je ne porte pas de jugement. Ce que je sais par contre, c'est que je vois bien qu'on est dans un logiciel qui a 30 ans de retard, 40 ans de retard. J'entends encore aujourd'hui des discours qui sont ceux des années 1980, qu'on portait les uns et les autres, qu'on portait nous les uns et les autres. Ils ne sont plus d'actualité. La réalité, c'est que cette société, elle est fracturée et que je ne vois pas, à moins de me tromper, la possibilité aujourd'hui de la réunir de manière définitive sur les mêmes valeurs, sur les mêmes principes. Il faut donc, dans ce cas-là, défendre ses propres communautés. Évidemment qu'il faut défendre ses propres communautés, de façon à ce qu'elles survivent. Or, si nous n'avons pas conscience de cela, je crois que nous allons vers un drame. Donc, il faut sauver ce qui est sauvable. Il faut donc aider les associations comme Synthèse Nationale, parce qu'elles sont une communauté, un axe, un moule de résistance, aurait dit JMLP, un moule de résistance, un roc, comme je le dis souvent. Ce sont des rocs, c'est-à-dire quelque chose qui permet de continuer, et même si on n'est pas 100 000, et même si on n'est pas 1 million, qui permettent de continuer à un moment où tout s'effondre. Or, notre pays s'effondre. Or, notre pays est décadent. Eh bien, nous devons être dans cela exemplaires, créer nos communautés, communautés de solidarité, communautés de combat, communautés psychologiquement, physiologiquement unifiées pour continuer à exister, pour combattre. Nous avons nos réserves naturelles, eh bien, il faudra les défendre. Parce que si l'on n'a pas conscience de cette réalité-là, alors je crois que l'on se trompe quand un président de la République, aussi bête soit-il, dit que le pays est en train de partir dans un phénomène de partition. Quand il utilise pour la première fois ce terme-là, eh bien, ça n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité. Il faut donc bien défendre notre précaré. Et l'idée de TV Liberté, c'est cela, c'est de se donner les moyens pour notre famille, de se dire, mais regardez, bon sang, il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'intellectuels. C'est pas parce qu'on ne les voit pas dans la télévision mainstream, c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas, et ils valent mieux que les autres. Ils valent mieux que les autres. Ça, c'est la réalité. Et moi, tout mon combat, véritablement, si vous voulez vraiment, sincèrement savoir ce qui me fait sourire, cher Marquis, c'est la capacité de démontrer à tous ces gens-là qui ne nous aiment pas, qui nous avaient ignorés, qui nous menaient et qui nous humiliaient et qui nous vexaient et qui nous blessaient, de leur dire « Regardez, on a des beaux esprits. Regardez, on a des gens qui écrivent bien, qui parlent bien, qui peignent bien. » Et ceux-là, ils sont là et ils sont plus nombreux que vous. C'est pas parce que vous les cachez. Nous, on va vous les montrer. C'est ça l'idée de TV Liberté. Si on n'a pas là non plus cette notion-là, alors je vous mentirais. C'est ça. Moi, mon honneur à moi, c'est de leur dire, voilà, on est capable de faire des choses comme vous. On est capable de faire une télévision comme vous. On est capable d'être aussi professionnel que vous. On vous a pas entendu et nous, on n'a pas de fric. Et nous, on n'a même pas votre fric. Bon, ben voilà, ça c'est cette première réalité. C'est celle-là qui est mon combat. Mon combat, c'est l'idée de redonner de la fierté. Redonner de la fierté et défendre notre précaré, défendre nos communautés, défendre la capacité que nous allons avoir de devoir nous battre dans nos camps retranchés, certes. Mais moi, je ne suis pas Raspail, parce que Raspail, lui, pense que le combat peut être perdu. Moi, je ne l'ai jamais pensé. C'est encore ce que nous avons, Roland et moi, en commun. Je ne l'ai jamais pensé. Je ne pense pas cela. Je ne pense pas. J'ai souvent dit à Jean, hein. Je l'ai souvent dit à Jean, mais lui c'est un romancier. Il fallait bien qu'il y ait une fin. Et puis il fallait nous alerter. Donc nous savons quelle est la possible fin. Voilà l'idée de TV Liberté. Voilà le principe que nous avions. Alors après, il a fallu monter tout cela. Bon, c'est compliqué, c'est difficile.
ça s'est abouti à juin dernier où effectivement, comme le disait Hugues, nous avons été censurés d'une manière politique, puisque en une journée de temps, nous avons eu 3 avertissements de YouTube. 3 avertissements nous privaient de notre chaîne. Premier avertissement, nous avons eu le reproche d'une musique que nous avions utilisée pour un générique en 2013, en 2018, donc 5 ans plus tard. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions 5 ans plus tard, autrement que de changer cette musique-là? Mais elle avait 5 ans déjà d'utilisation, puisqu'on ne nous avait jamais prévenu. Deuxième chose, nous avons utilisé, il faut bien le dire, avec aucune malignité, des images de la Gay Pride, les nôtres, qui avaient été tournées en fin de manifestation. Alors, c'est vrai que filmer la queue de la Gay Pride n'est pas quelque chose qui est particulièrement satisfaisant ou qui est, comment dire, visuellement remarquable. C'est vrai que toute fin de manifestation apporte son lot de personnes qui sont un petit peu déclassées et qui, comment dire, on préfère regarder le début de la manifestation avec les jeunes, les fleurs, les calicots, etc. Bon. Et nous avons eu 1000 signalements parce que notre journaliste a dit attention, sensible s'abstenir. Et il n'y avait aucun autre commentaire. Cela nous a valu 1000 signalements et donc un deuxième avertissement qui nous est arrivé dans la même journée pour des images utilisées il y a 1 an et demi. Et puis troisième avertissement dans la même journée, cette fois-ci nous avions par erreur utilisé 6 secondes, très exactement 6 secondes d'images de la FIFA au lieu des images de l'AFP que nous avions achetées. Une erreur du monteur, une erreur évidente. Nous avons retiré tout de suite l'émission, remplacé, puisque nous avions acheté les images de football, car pour le football, il faut acheter les images, eh bien, nous avons, comment dire, fait amende honorable. Cela n'a pas été suffisant. 5000 heures d'émission ont été absolument supprimées dans la minute même. L'ensemble des chaînes de TVL, parce qu'il n'y en avait pas qu'une sur YouTube. YouTube, c'est la plateforme, hein, donc chacun comprend bien ce que c'est la boutique, quoi. Donc on a fermé la boutique dans laquelle il y avait les vidéos. Donc pour louer une vidéo, après, c'est pas facile si la boutique est fermée. Donc, moralité, on a été amené à perdre 4000 émissions que nous avions de côté. Nous avions les films, c'est les cassettes qu'il n'y avait plus. Hein. Nous avions la matrice, si vous voulez. Mais nous n'avions plus de boutique, plus de cassettes et plus de boutique pour mettre les cassettes. On s'est retrouvé sans rien, avec aucune possibilité, parce que dans la loi française, elle est ce qu'elle est, mais on a encore le droit de faire appel, on a le droit de prendre un avocat, on a le droit de se défendre un peu, même si on sait qu'au final, on sera quand même banané, mais néanmoins, on a le droit de faire semblant. Ah là, il n'y a même pas besoin de faire semblant, il n'y a rien. Vous n'avez aucun organisme devant vous, personne, rien. Tout ça est aux États-Unis, donc vous parlez dans le vide. Et pendant ce temps-là, bien évidemment, eh bien, nous avons, comment dire, une situation qui se complique. Je raconte dans le livre, le défi, je ne sais pas si j'en ai parlé. Eh bien, je raconte dans le défi... Je savais que tu retiendrais. Je savais. Et en Belgique, c'est les euros aussi. Hein, donc après, on est contre l'euro. Et qu'est-ce que je disais? Et donc, à ce moment-là, dans le livre, je le raconte, 8 jours plus tard, c'est comme ça, c'est la réalité, c'est la vie. Nous avons 700 mètres carrés de studio au Kremlin-Bicêtre. Si vous êtes déjà venus, j'espère que beaucoup sont venus, sinon venez, hein, venez, vous êtes les bienvenus. Il y a en dessous de nous une autre plateforme exactement identique qui appartient à CityScoot. Ce sont les scooters électriques qui se louent dans la capitale. Et puis il y a un jeune homme qui a confondu une batterie normale avec une batterie au lithium. Donc la batterie au lithium a explosé, donc il y a eu le feu. Et donc jusqu'à 4h du matin, nous sommes restés, Philippe Millot et moi, de 11h du matin à 4h du matin avec les pompiers, à voir si les locaux et les studios allaient brûler. Se disant d'ailleurs que si ça brûlait, nous ne serions plus du tout en capacité de pouvoir remonter quoi que ce soit, parce que le préjudice aurait été tel, et financier, et technique, qu'il n'y aurait pas eu de possibilité de poursuivre. À 4h du matin, les locaux étaient sauvés. Nous étions, je ne pouvais pas voir Roland, j'aurais pas pu vous voir tellement il y avait de fumée. Nous avons procédé à beaucoup de travaux, beaucoup de l'ensemble de la câblerie. Il y a plusieurs dizaines de kilomètres de câbles ont fondu. Enfin, nous avons fait, contre mauvaise fortune, bon cœur. Mais nous sommes dit qu'avec cette censure, plus avec ce feu, nous n'allions pas nous redresser. 6 mois plus tard, mais nous avons encore perdu 6 mois. 6 mois plus tard, nous sommes revenus à l'état précédent. Moralité, nous avons eu un élan de générosité, premièrement. Deuxièmement, de sympathie et d'engagement qui démontre que nous avons quand même réussi aujourd'hui à créer ce que je vous disais, une communauté. Une communauté. On a mis nos vidéos dans n'importe quelle boutique
sur n'importe quelle plateforme, puisqu'on ne trouvait plus dans la boutique de vidéos, on s'est mis chez le boucher. On s'est mis sur le marchand de vêtements coquins. On est allé partout où on pouvait, sur Rutube. Sur Rutube, c'est une plateforme qui est russe. Ah, la liberté y est totale, sauf que tout est en cyrillique. Bon, nos techniciens sont sympathiques, mais quand ils sont venus, ils n'étaient pas directement ni même de Russia Today, ni d'ailleurs. Et le cyrillique, ils ne l'ont pas tout de suite acquis dans la journée. Donc il faut faire des démonstrations. Et puis quand on a mis sur Rutube, on s'est aperçu qu'on ne pouvait plus enlever la publicité. Donc il y avait une publicité avant notre journal télévisé qui était interdite au moins de 16 ans. Une fois je l'avais regardée, je pensais même qu'elle aurait dû être interdite au moins de 50 ans, tellement moi je trouvais que c'était quand même lourd. Bon, donc... pour vous dire que c'était vraiment même dans la boutique des vêtements coquins. Et les gens nous ont suivis. J'étais incroyable. Je me disais, c'est pas possible. Ils passent leur soirée à chercher où nous sommes. Ils parcouraient toutes les boutiques, c'est-à-dire sur Rutube, Vimeo, Dailymotion, tout le monde tournait en disant, ça y est, je l'ai trouvé. Je voyais les messages sur les réseaux sociaux. Ouais, elle est sur Dailymotion, allez-y. Allez. Et ça, je me suis dit ce jour-là, ben voilà, on a franchi encore un nouveau palier. C'est qu'il y a bien, une solidarité et une fraternité même d'armes qui est quand même importante quand on sait que TV Liberté, c'est aujourd'hui entre 60 000 et 100 000 personnes par jour et qui viennent, et 18 000 donateurs. Donc vous voyez, ce n'est pas une communauté, c'est pas la communauté des potes aujourd'hui. On a dépassé cela et tout le monde a sauvé TVL. Ça, c'est le deuxième point que je voulais vous dire. Le troisième point, c'est qu'une fois qu'on s'est dit cela, une fois qu'on s'est dit que finalement, on a dépassé les difficultés techniques, qu'on a les difficultés financières. On ne les a pas dépassées, on ne les dépassera jamais. Ça sera comme ça et ce sera pour toute la vie. C'est comme ça. Mais, j'allais dire, nous sommes dans notre milieu, à nous. Dans notre milieu, à nous, quand on chante, docteur, quand on chante, il n'y a pas de financement. Quand on publie, Patrick, Robert, docteur, sans doute, j'en ai loupé, forcément, Jean-Paul, bien sûr, on n'est pas aidé. Il n'y a pas d'argent. Nous savons faire sans argent. Les autres ne savent pas faire. C'est d'ailleurs assez incroyable, puisque toute la presse aujourd'hui, toute la presse est une presse sous perfusion financière. Il n'y a pas une presse qui ne soit pas aidée. Alors bien évidemment, il y a la presse d'État qui est aidée, c'est la radio et la télévision publique qui sont financées. Et donc d'ailleurs, il faudra se poser un jour très clairement l'idée de savoir s'il faut continuer à financer ou pas une télévision et une radio publique, dès lors qu'elle n'a pas les principes qui sont ceux d'une télévision ou d'une radio publique, puisqu'il n'y a pas ni le pluralisme, ni la neutralité, ni la diversité des opinions. Alors, il faut se poser la question de savoir si cela a un intérêt de continuer à le faire. Quand France 2 se comporte pire que TF1 ou que France 3 pire que M6, alors laissons-les à leur rôle de TF1 et de M6, et puis, après tout, qu'ils fassent ce que fait TF1 fort bien, c'est qu'ils cherchent de l'argent pour exister. Parce qu'à un moment donné, nous avons fait ça toute notre vie. Nous n'avons pu vendre, diffuser et exister parce qu'on a trouvé des gens qui achetaient. Pas assez nombreux, jamais, mais qui achetaient. Or, eux, ils font sans avoir à acheter. Ils font sans avoir à se préoccuper des questions financières. L'humanité, 30 000 exemplaires vendus encore. 30 000 exemplaires vendus encore. Mon genou. 30 000 exemplaires diffusés encore. Parce qu'il y a encore, bien évidemment, toutes les médiathèques, etc., qui achètent. Air France qui achète. Je vois encore dans les vols d'Air France, l'humanité, personne ne les prend, même pour s'essuyer. Et rien du tout. Et 30 000 exemplaires, 175 journalistes. 175 journalistes, 30 000 exemplaires. Voilà. Présent, 3 journalistes, 3 000, 5 000, 10 000 exemplaires. 10 000 exemplaires, je crois. Quelque chose dans ce genre-là. Bon, vous voyez le ratio? Mais à chaque fois que vous achetez l'humanité, non, pas que vous, que quelqu'un achète l'humanité, non, mais on peut, non, mais dans des soirées SM, c'est toujours ça. Mais quand on achète l'humanité, il y a 50 centimes, pile poil, 50 centimes qui sont donnés à l'humanité pour vivre. Sans compter les aides postales, nous connaissons tout cela, sans compter les aides fiscales, puisque chaque fois qu'il y a un problème avec le fisc, comme pour Mediapart,
quand il y a un problème avec la TVA, le gouvernement a abondé la somme et a donc réduit et neutralisé les quand même 4 millions seulement d'euros qui étaient dus, je crois, par Mediapart et l'Humanité, si je me souviens bien du chiffre. Et là, quand l'Humanité est en mauvaise situation, eh bien, qu'est-ce que dit le gouvernement ou le président de l'Assemblée nationale? Jamais, jamais nous ne laisserons mourir l'Humanité. Sous-entendu, on paiera. Donc, sous-entendu, vous paierez. Donc, c'est une presse qui est maintenant sous perfusion. Elle est au bout ultime de sa vie et on l'a mis en perfusion en attendant qu'elle meure. Mais moi, je pense qu'elle devrait mourir dans la dignité, bien sûr, mais qu'elle devrait mourir et qu'on devrait stopper les soins palliatifs. Oui, à l'euthanasie de la presse gauchiste, bien sûr, bien sûr. S'ils n'ont pas les moyens, si l'Humanité a les moyens de faire des appels au peuple, et qu'elle vit, eh bien tant mieux, elle fera comme nous. Quand elle passera au financement participatif, ça c'est très beau, mais ça s'appelle le don en 3 lettres, mais ce n'était pas assez beau, maintenant on dit financement participatif. Si elle passe au financement participatif, si elle trouve des gens qui les aident, si elle trouve des politiques qui les financent, etc., ben bravo, c'est cela qu'on veut, du moment que nous ne payons plus cela. Parce que nous cessons de payer une presse qui nous conchit. Et celle-ci n'est pas forcément la plus dangereuse, puisqu'elle est la plus remarquée. Bon, on sait que l'Humanité, c'est le journal proche du Parti communiste, donc on sait à quoi s'attendre. Mais quand on est dans des médias qui se veulent beaucoup, beaucoup plus neutres, la question se pose. Quand on est dans des médias qui sont aux mains des oligarques, et qu'on continue à payer, enfin, je veux dire, on donne des millions d'euros aux Parisiens, qui est entre les mains de Bernard Arnault. C'est la première fortune de France. Est-ce qu'il a besoin de notre fric? C'est pour s'acheter un tableau qu'il va aller mettre dans un de ses mauvais musées. Mais j'allais dire qu'il regarde ces tableaux, il n'a pas besoin de notre argent. S'il a pris le Parisien, c'est que c'est un mécène. Et enfin, un mécène dans mon esprit, c'est quelqu'un qui donne de l'argent sans retour, sans autre compensation que la fierté, lui aussi, qu'il aurait à diffuser son journal et à dire, ce Parisien, eh bien, c'est grâce à moi qu'il vit. Dassault a fait ça quand même, en d'autres temps. Eh bien là, il prend l'argent. Il prend l'argent, mais pourquoi alors? À quoi sert-il l'oligarque? À quoi sert-il? Donc, il faut que nous ayons là le même point de vue sur l'ensemble de la presse. Oui au financement participatif, oui au soutien de la presse, bien évidemment. Moi, je n'y suis pas opposé, mais soit elle est pour tout le monde, soit elle est pour personne. Mais elle ne peut pas en être dans un entre-deux où on maintient en survie des journaux qui aurait disparu s'ils n'avaient pas cette manne. Et on me dit, mais oui, il faut maintenir le pluralisme. Mais quel pluralisme? Mais quel pluralisme? Enfin, ils sont maintenant à l'identique. À l'identique. Ils publient les mêmes articles. Ils publient les mêmes reportages à la télévision. Quand vous passez, et vous l'avez déjà fait comme moi, de BFM à CNews, à LCI, à France Info, vous avez la même thématique, les mêmes gens, les mêmes trucs. À une Charlotte Dornelas, un Rioufol Prep qu'on met là pour faire quand même semblant que rien n'est différent. À tel point que vous ouvrez le radio à 7h de RTL, d'Europe 1, de France Inter, c'est la même information. Alors quand il y a eu un acte terroriste, ça se comprend, mais quand il y a la possibilité de prendre 4 sujets, que ça soit le même, et c'est qu'il n'y a pas de chef d'orchestre. Il n'y a pas de chef d'orchestre. C'est qu'il y a le même formatage, il y a la même formation, il y a le même carré maléfique entre le CSA qui fait la police de la pensée, entre les écoles de journalisme, entre le fric de l'État et enfin les publicitaires et les annonceurs qui idéologiquement imposent leur point de vue et leur, comment dire, vision de la société. Ce carré maléfique dans lequel ils sont les amène à faire la même chose. Il faut donc rompre ce carré maléfique. Et c'est mon dernier point. Et il me reste 3 minutes de ce que je me suis indiqué. Mon dernier point, c'est de se dire que pour rompre ce carré maléfique, pour renverser la table, il ne faut pas, et c'est mon dernier point, et peut-être que cela veut, peut-être vous, non pas vous choquer, mais vous interpeller, comme on dit maintenant, c'est que je ne crois pas que face à cela, il faille faire une propagande, une télévision de propagande. Je ne crois pas cela. Je ne crois pas qu'à la propagande, il faut répondre par une contre-propagande, par une autre propagande. Au contraire, moi je crois qu'il faut répondre par la professionnalisation, c'est-à-dire par les règles du journalisme. Il y a une règle, il y a une charte qui est celle de Munich de 1971, qui est signée, qui est en tête du site du syndicat national des journalistes. Donc cette charte, elle n'est pas cachée, il faut donc la respecter. La respecter, par exemple, c'est le refus de la caméra cachée. Alors, rendez compte combien de télévisions vont tomber? C'est la charte que tous les journalistes signent.
La charte de Munich, c'est de ne pas faire des ménages en même temps qu'on est journaliste. C'est-à-dire que moi, je viens vendre un produit de TV Liberté, mais je ne me crois pas obligé de vendre un produit politique ou de vendre un produit d'autre chose parce que ce n'est pas ma mission, ce n'est pas ma fonction. La charte de Munich est ce qu'elle est. Elle est déficiente. Mais elle a un mérite, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit dans l'état de corruption mentale, physique, financière, est devenue cette caste médiatique, pas tous les journalistes, bien sûr que non, pas tous les médias, bien sûr que non, mais cette caste médiatique, eh bien la charte de Munich apparaît comme un objet remarquable, beau comme l'airain, tellement il faudrait l'appliquer et tellement elle est bafouée, alors qu'elle est, je vous le dis une nouvelle fois, en page principale du SNJ, du Syndicat National des Journalistes, de gauche, de gauche. Alors, il faut donc une information qui soit différente, pas de propagande. Et c'est pour ça que j'ai enlevé, et qu'on a enlevé avec Philippe, finalement, le terme, on avait commencé par contre-information. Et puis on est allé sur réinformation. Et réinformation donnait le sentiment qu'à une information, nous allions donner une autre information dans l'autre sens. Et donc à la propagande qu'on recevait, on allait redonner une autre propagande. Eh bien, cela n'était pas le bon choix. Et donc j'ai fait le choix critiquable comme tous les choix qu'on fait nos termes. Mais le mot synthèse veut bien dire ce qu'il veut dire. Et le mot alternatif veut bien dire ce qu'il veut dire. Et puis il avait, et ça je vous le dis aussi, il avait un avantage redoutable, c'est que ce terme-là ne venait pas de chez nous. Il vient de la gauche, même de l'extrême gauche. Or, ils ont beaucoup de difficultés, énormément de difficultés, à nous enlever ce terme alternatif parce que le rendre péjoratif, le diaboliser, c'est se diaboliser soi-même. Donc, pour l'instant, il tourne autour de l'œuf comme le fait la poule en se disant comment on peut attaquer ce terme alternatif alors que réinformation avait donné réinfosphère, infosphère, fachosphère, bon, etc., etc. Là, le mot alternatif, pour l'instant, n'est pas, comment dire, attaqué. Une télévision exemplaire. Sans fake news, sans mensonge. Les fake news, ça n'existe pas. Les fake news, c'est ce que l'État met en place pour empêcher la réalité de se faire connaître. Donc les fake news, ce n'est pas une réalité. C'est un terme de combat utilisé par les autres pour empêcher la vérité de naître. Mais il fallait que nous soyons dans la capacité de combattre ces fake news. Et je pourrais vous en parler pendant des heures, mais ce n'est pas le cas, parce qu'il me reste 1 minute. Mais je répondrai bien volontiers si vous avez une question là-dessus, sur un cas précis, les cas précis de fake news. Ce n'est pas très long et ce n'est pas très difficile à démontrer. Exemplaire, vérifié et qui soit irréprochable. Depuis 5 ans, nous n'avons jamais été pris en défaut d'une information. Et nous avons, quand nous l'avons fait, reconnu notre erreur. Ça aussi, c'est une réalité que l'on vous doit. Parce que si vous faites confiance à TV Liberté et à son journal télévisé, c'est pas pour vous annoncer n'importe quelle couillonnerie. Parce que ça ne serait pas notre rôle. Et donc si on s'est trompé, ça nous est arrivé une fois. Et c'était totalement mineur. Et c'était totalement mineur. Nous avons dit, voilà, nous avons dit hier, ça n'est pas exact, voilà ce qu'il aurait fallu dire. Bon. Cette information, elle est vérifiée parce que seule la vérité peut rendre libre. Il n'y a pas d'autre possibilité. Seule la vérité peut rendre libre. Et si l'on veut continuer à s'appeler TV Liberté, alors qu'il faut bien qu'il y ait ce terme de vérité. Voilà où nous en sommes. 5 ans d'une épopée, d'un récit. Ça va bien. Voilà, ça va bien. Oui, on court après l'argent. Ah, c'est vulgaire. C'est vulgaire. D'accord, on court tous après l'argent, mais c'est la réalité. Ça sera donc le point d'Achille, le talon d'Achille, pardon, le point faible de TV Liberté. Tous les 3 mois, puis tous les 2 mois, on a bien évidemment la trouille et on a peur. Et on a beau avoir nos sociétés de fundraising qui envoient des demandes, nos donateurs, on a beau avoir Philippe Millot qui se démultiplie à travers toute la France, et certains le savent ici pour le voir arriver régulièrement, eh bien ça sera toujours notre talon d'Achille, nous le savons cela, mais nous savons faire aussi avec, nous n'avons pas peur de cette réalité-là, nous allons bien, et du coup, eh bien, je viens ici pour vous dire que, enfin, on s'est offert un outil sur lequel presque personne n'est exclu. Presque. J'en parlerai aussi. Presque personne n'est exclu. La plus grande majorité de la famille est là. La quasi-totalité de la famille est là. Et ce que la loi nous permet de faire, eh bien, nous le faisons dans ce cadre-là,
Bien évidemment, parce que nous avons un outil, et que cet outil, il n'est pas au Zimbabwe, il n'est pas dans les îles Caïmans, il est en France, avec une société qui est en France, avec des salaires qui sont payés à aujourd'hui 20 salariés. Donc à chaque fois que je prends la parole, je le disais à Hugues, je fais attention, parce que quand je prends la parole pour 20 personnes maintenant. Ces 20 personnes qui vivent de TV Liberté, ce sont des familles, des enfants, on en a eu 3, pas moi, 3 à TV Liberté en 3 mois. Notre présentateur Olivier, notre jeune Floriane Janin, que vous avez peut-être vu à la journée de l'Iliade, et Colin, qui fait le fil d'actu. 3 enfants en 3 mois. Ben, c'est à eux que je pense, bien évidemment. À chaque fois que maintenant j'agis, je me dis c'est à eux que je pense. On les a engagés dans notre aventure. Elle ne peut pas s'arrêter comme ça par une bêtise ou par une volonté de se faire plaisir. Ça serait trop bête et trop con. Voilà, nous allons bien, et vous avez devant vous un outil que nous n'avions jamais eu jusqu'à maintenant. Voilà ce que je voulais vous dire. Bonne soirée à vous. Tu as des questions? Quelques questions? Ah, tu veux, ce que tu veux. Je réponds vite par contre. Eh bien, merci Martial pour cette présentation de TV Liberté. C'est bonne nouvelle que tu nous as donné et je le répète, cet outil totalement nouveau dans notre espace politique et notre espace social. Eh bien, si vous avez quelques questions à poser à Martial sur... ce micro. Si vous avez quelques questions à poser à Martial, en essayant de ne pas être trop long, bien sûr, parce que la soirée avance, eh bien, c'est le moment. C'est le moment aussi. J'en profite aussi pour parler un petit peu pour notre paroisse, pour Synthèse Nationale. Bien sûr, vous pourrez en profiter pour acheter les livres qui sont proposés par Synthèse Nationale à la fin de cette soirée, à vous abonner, bien entendu, car c'est grâce aux abonnements que nous recevons aussi que nous pouvons faire marcher la boutique. Et puis, je vous le répète, eh bien, il y aura quelques rendez-vous d'ici là. Il y en a un le 28 avril, le dimanche 28 avril à Lille, pour la journée de Dnieppe que nous organisons pour la 7e année consécutive, et une sorte de mini-journée de synthèse nationale dans le Nord, et le 13 octobre, bien sûr, pour notre journée. Alors maintenant, si vous avez notre journée nationale identitaire.